Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire dédié au contrôle. Nous sommes en direct et compte tenu de la situation sanitaire, plusieurs collègues interviendront à distance afin de limiter le nombre de présents dans ce studio. L'objectif de cette rencontre est de vous faire un retour sur les actions menées depuis le début de l'année 2021 au sein de la fonction contrôle. Tout d'abord, la démarche dite d'intelligence collective qui a permis de capter les préoccupations et vos attentes au sein du corps de contrôle, notamment pour les collègues du contrôle comptable d'assiette. Il est d'ailleurs prévu de poursuivre cette démarche avec les collègues en charge de la lutte contre le travail illégal. Et puis, nous vous présenterons le projet d'évolution de l'organisation de la fonction contrôle qui entame en quelque sorte une nouvelle étape après le passage en hiérarchique que vous avez vécu en 2018. Vous aurez aussi l'occasion, lors de ce webinaire, de rencontrer virtuellement Maxime Brelman, votre nouveau directeur. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions par le chat dédié du webinaire. Tout d'abord, Frédérique Mini n'a pas pu être présente dans ce webinaire, mais elle a souhaité l'introduire par une vidéo qu'elle a enregistrée dès lors que, pour elle, la fonction contrôle porte des enjeux importants pour notre organisme. Je vous laisse l'écouter. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire consacré à la présentation de votre nouveau directeur contrôle, Maxime Brelman, et à la nouvelle organisation de la direction contrôle. Depuis le début de la crise sanitaire, l'activité du contrôle a été, comme l'ensemble de la chaîne du recouvrement, fortement impactée. Après une interruption brutale, la reprise a été progressive et ce n'est finalement que dans le plan 2022 que tous les secteurs d'activité pourront à nouveau être contrôlés. Pendant cette période, l'URSSAF s'est positionnée encore plus fortement en accompagnement des entreprises et des indépendants. La loi ESSOC nous a mené déjà à cette autre approche de nos relations avec les cotisants, basée davantage sur la confiance. La récente extension de droit à 60 jours de la période contradictoire en est une illustration. Vos objectifs restent bien sûr définis en taux ou montant de redressement, mais la prochaine convention d'objectifs et de gestion permettra, je le pense, de les faire évoluer pour intégrer davantage cette dimension d'accompagnement. Ce contexte s'ajoute à d'autres évolutions qui militaient pour la mise en place d'une nouvelle organisation de la direction contrôle. Le droit à l'erreur, qui s'intègre dans l'évolution globale de la relation de service, l'arrivée de nouveaux outils, par exemple ORC, DocaPost ou Bastille pour la LCTI, l'organisation de l'ensemble de la direction métier en ligne de produits et de services par catégorie de cotisants, et la généralisation du télétravail, même si son impact est plus marqué pour certains métiers de contrôle. Au sein d'ateliers d'intelligence collective, une trentaine d'entre vous, inspecteurs et managers CCA, a réfléchi sur 4 thèmes et fait un certain nombre de constats et de propositions relatifs à la fonction contrôle. Ceci porte sur l'évolution du métier, son contenu, le sens de la mission, ses conditions d'exercice, l'inspecteur dans l'organisation, avec la mise en évidence de disparités sur les réunions, les formations, des liaisons LCTI à clarifier, des informations pas toujours disponibles. Les outils, la dématérialisation des courriers, les temps de réponse sur vos PC qui sont trop longs, ORC qui est trop lourd. Et puis, dernier thème, portait sur les managers qui considèrent ne pas assez travailler en réseau entre eux. Ils font les constats d'un processus de prise de décision peu agile, de requêtages qui sont complexes et d'un besoin d'une veille et d'un accompagnement juridique. Vous allez revenir dans ce webinaire sur les points principaux issus de ces travaux. 7 ans après la création de l'URSSAF Rhône-Alpes et 3 ans après le passage en pilotage hiérarchique, il fallait sortir de la logique des sites et régionaliser la fonction contrôle. Parallèlement, il est indispensable de capitaliser sur votre expérience, votre expertise, tout en promouvant des modes de management rénovés, plus souples. La prise de poste d'un nouveau directeur du contrôle, qui aura forcément un management différent sur une fonction qu'il découvre, même s'il a une bonne expérience de recouvrement, contribuera à cette évolution. Je vous souhaite un bon webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions et à faire part de vos réactions au fur et à mesure des présentations. Voilà, donc Frédérique Mini a posé en quelque sorte les grands axes
qui se dessine pour la fonction contrôle. Je souhaite revenir quelques minutes sur les enjeux et le contexte dans lequel vous travaillez tous. Ce que je veux d'abord affirmer, c'est que la mission de la fonction contrôle reste fondamentalement la même, à savoir maîtriser les risques d'irrégularité déclarative, intentionnelle ou non, préserver les droits des salariés avec désormais l'accès à des données individuelles via la DSN, contribuer à la concurrence loyale entre les entreprises, favoriser enfin le consentement des cotisants au prélèvement social et plus globalement à leurs obligations déclaratives. Bien entendu, la lutte contre la fraude externe est aussi une mission clé. Vous voyez, ces missions sont largement réaffirmées, continuent évidemment d'être le but de la fonction. En revanche, le contexte dans lequel ces missions s'exercent change. Les attentes des publics évoluent et les attentes des pouvoirs publics vis-à-vis de la branche du recouvrement évoluent également. C'est la raison pour laquelle il nous faut réussir ensemble un challenge qui consiste à combiner l'action régalienne de contrôle avec une posture d'accompagnement, de pédagogie pour sécuriser la relation de confiance avec nos publics. Alors, sur la diapo que vous voyez sûrement à l'écran, est représenté en quelque sorte l'ensemble des impacts que l'on peut connaître au travers d'un certain nombre d'évolutions. C'est bien sûr la loi pour un État au service d'une société de confiance qui a apporté depuis plusieurs années un certain nombre de modifications dans l'exercice du contrôle, à travers de sa procédure, mais également évidemment au travers d'évolutions, d'assouplissement de la doctrine de branche. L'incidence pour l'exercice de la pratique professionnelle de la loi ESSOC, c'est plus de pédagogie, plus de personnalisation, et c'est d'essayer de tendre vers ce qu'on appelle, ce que la Caisse nationale appelle le discernement. Ça veut dire, pour vous, pour l'ensemble de la fonction, se tenir à jour de ces évolutions, mais également appréhender les situations de contrôle de manière plus individualisée, plus personnalisée, tout en garantissant l'égalité de traitement entre les cotisants. C'est donc un exercice difficile, j'en conviens. La crise sanitaire a également apporté des modifications profondes. Dans l'exercice quotidien, notamment pour les inspecteurs du recouvrement, il a fallu s'adapter, faire du contrôle à distance. Et je souhaite d'ailleurs véritablement remercier l'ensemble des collègues lorsque le contrôle a repris, contrôle comptable d'assiette, mais évidemment lutte contre le travail illégal à partir de l'été 2020, qui ont su justement se mobiliser et avoir une pratique rénovée pour s'adapter à ce contexte de crise sanitaire. Au-delà des conditions d'exercice, ce sont aussi de nouveaux périmètres de contrôle qui sont apparus. Je pense par exemple à l'activité partielle qui constituera un thème dans les prochains mois, voire les prochaines années. Dans l'élargissement aussi de nos périmètres de contrôle figure aussi la conséquence des décisions prises par l'État de nous confier à nous, branche recouvrement, de nouvelles missions. Ce sont les incidences du transfert du recouvrement de la DEETH, donc la déclaration d'obligation des employeurs de travailleurs handicapés, la contribution formation professionnelle et taxes d'apprentissage, et également dans quelques mois, voire années, la retraite complémentaire avec le transfert du recouvrement Agirc-Arrco. Là aussi, l'enjeu, c'est d'acquérir de nouvelles compétences et de les traduire dans la pratique professionnelle du contrôle. Ces impacts, ils se déroulent au moment où l'on vit également un turnover assez soutenu de la ressource au sein de la fonction contrôle. Il y a des départs qui étaient prévus, liés à la démographie, mais il y en a d'autres qui l'étaient moins, des mutations, des mobilités. J'ai envie de dire que c'est aussi l'évolution de la société et que dans toute entreprise, on voit qu'on reste de moins en moins dans sa même fonction pendant plusieurs dizaines d'années. Ça signifie évidemment pour la fonction être en capacité d'intégrer très régulièrement de nouveaux collègues, de les former, d'investir sur le monitorat. Ces éléments, donc, en effet, ils modifient l'environnement dans lequel vous intervenez. En revanche, la mission de fond, je l'ai dit, reste la même. Tous ces éléments de contexte bousculent votre pratique professionnelle. On a donc un besoin renforcé d'accompagnement de chacun dans l'exercice de son métier. Inspecteur du recouvrement, contrôleur du recouvrement, secrétaire contrôle. Ça implique donc davantage de management, mais également davantage d'appui technique. Et vous verrez que
Au travers des différentes remontées, de l'analyse du contexte, on a souhaité, dans la mesure du possible, répondre à ce double enjeu. Alors, justement, une double démarche a été engagée en termes d'analyse et de réflexion, et donc ce webinaire va être consacré à vous en présenter les principaux axes et enseignements. En effet, lorsqu'un environnement est en mouvement, que l'activité, encore une fois, se trouve pour partie bousculée, il est du rôle de la direction d'essayer de comprendre et d'adapter l'organisation pour reprendre et répondre aux attentes à la fois internes, légitimes des collègues, et externes des publics. Ce sont donc deux démarches, l'une d'intelligence collective qui est une démarche d'écoute interne, visant à prendre en considération ce que le corps de contrôle comptable d'assiette pour le moment exprime afin d'identifier des leviers d'amélioration et des pistes de progrès. Maxime y reviendra dans quelques instants au travers de la table ronde avec un certain nombre de collègues qui ont participé à cette démarche. Deuxième axe, c'est le projet de réorganisation qui vise à faire évoluer notre fonctionnement interne pour là aussi prendre en compte les préoccupations liées à ce qui a pu remonter de la démarche collective et en même temps essayer de mettre en œuvre ce plan d'action. Je crois résolument que le projet d'organisation que l'on vous présentera tout à l'heure nous donne le levier de répondre à ces enjeux d'évolution de votre métier. Du coup, la première séquence de ce webinaire, c'est en effet un retour sur cette démarche d'intelligence collective. C'est en effet, j'en ai conscience, un premier retour. Vous n'avez pas forcément été beaucoup tenu informé des résultats et c'est donc tout l'objet d'une table ronde virtuelle qui va s'ouvrir maintenant et je passe donc la parole à Maxime Brelman et aux collègues qui sont réunis avec lui. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Maxime Brelman, je suis votre nouveau directeur contrôle et juste pour me présenter en quelques mots, donc, avant d'intégrer l'URSSAF Rhône-Alpes, j'ai exercé pendant un peu plus de 3 ans des missions de management à l'URSSAF Île-de-France en tant que responsable de département Grands Comptes, RAF et RSJ. Donc, je ne connais pas directement le contrôle, mais j'ai pu l'apprécier sous le prisme de ces différentes missions. Donc ainsi, tout ce qui est TD 50 ou TK21 sont des choses qui me parlent. Ma démarche aujourd'hui de prise de poste repose sur 2 dimensions qui sont connaître et comprendre. Déjà, connaître, c'est connaître les équipes avec lesquelles je vais travailler. Donc, ça va être l'objet, je vais aller à votre rencontre. Le calendrier est encore en cours de préparation, mais ça, j'y tiens, c'est important pour moi pour cette prise de poste. C'est connaître également l'environnement dans lequel la fonction contrôle s'inscrit au niveau de l'URSSAF, c'est-à-dire connaître les différentes directions avec lesquelles nous serons amenés à travailler. Et c'est aussi connaître l'actualité et des partenaires et se rapprocher donc de ces partenaires aussi extérieurs. Et la deuxième dimension, donc, c'est comprendre la matière, aussi bien la réglementation que la pratique. Et cette compréhension elle passe aussi par me rapprocher de vous pour pouvoir comprendre quelles sont les missions, comment travaillent des secrétaires contrôle, des contrôleurs du recouvrement, et si la procédure le permet, des inspecteurs du recouvrement également. Et donc, dans cette optique de connaissance et de compréhension, la démarche d'intelligence collective me fournit des informations qui sont importantes. Et pour vous donner un aperçu de cette démarche, on a choisi le format de la table ronde qui correspond à notre avis au sens de la démarche d'intelligence collective, qui est de vous donner la parole et de tenir compte de votre point de vue pour ensuite porter des orientations stratégiques. Nous allons donc revenir sur ces travaux avec différents collègues. Donc, il y aura Joanne Blanc-Martin, donc inspectrice du recouvrement du Rhône, Sophie Ducrot, inspectrice du recouvrement de l'Isère, et Nathalie Agostini, manager dans l'Ain. Donc, merci beaucoup déjà à vous trois de vous être rendus disponibles et de participer à cette table ronde. Et la première question que j'aimerais vous poser concerne plutôt donc la méthode. Qu'avez-vous pensé de la démarche justement d'intelligence collective en tant que méthode? Joanne Blanc-Martin, je vous laisse prendre la parole.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Joanne Blanc-Martin, je suis inspecteur depuis une vingtaine d'années, rattachée au site de Vénissieux, et j'ai donc participé à la démarche d'intelligence collective sur le groupe Évolution Métier. Donc, c'était une première fois pour moi, ce type de démarche. C'était une démarche animée par des personnes extérieures à la fonction contrôle, ce qui, je pense, nous a permis de faire un travail collectif, constructif et objectif surtout. C'était assez ludique, donc voilà, dans un premier temps, on nous a demandé d'exprimer nos avis, nos ressentis, nos idées sur les évolutions du métier. Et dans un second temps, il a fallu voter pour les idées qui nous paraissaient les plus importantes. Et ça a fait émerger des thèmes qui vont nous permettre de travailler ensuite, de décliner des plans d'action. Voilà. Et merci. Sophie? Oui, bonjour à tout le monde. Je suis Sophie Ducrot, je suis donc inspecteur du recouvrement sur le site de Grenoble depuis un peu plus d'une vingtaine d'années aussi. Donc j'ai participé à ces ateliers dits d'intelligence collective. J'ai aussi participé au dernier atelier, celui qui s'appelait celui d'idéation. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans la démarche, c'est que ça nous a permis quand même de confronter nos avis, nos expériences, notre vécu. Alors effectivement, ça ne représente pas tous les IR de la région, mais quand même un bon nombre. Et puis tout ça, ça nous a permis d'établir un état des lieux de l'existant et puis de nous ouvrir la possibilité de trouver des solutions qui sont en adéquation avec les besoins. La forme des ateliers qui a été retenue un petit peu sous forme de discussion, ça a aussi permis à chacun d'exprimer ses idées en toute spontanéité, c'est-à-dire que les choses sont venues sans réflexion préalable et sans arrière-pensée. Et Nathalie? Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Nathalie Agostini, je suis responsable contrôle donc sur le site de Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Et je suis issue du métier du contrôle puisque j'étais inspectrice pendant de nombreuses années avant de devenir du manager du site. Alors par rapport à la méthode, c'est vrai qu'en tant que manager, c'est un format qu'on connaît, alors un peu différent puisqu'on était en distanciel et c'était très sympathique d'ailleurs et ludique. Pour moi, c'est une démarche qui effectivement facilite l'expression collective et participative de l'ensemble des participants. Le temps est court et c'est très efficace. Ce qui est aussi important, c'est que très vite, on peut s'apercevoir que les sujets les plus prégnants, enfin les plus présents chez les personnes, ils ressortent en majorité et ça permet d'orienter après effectivement la réflexion sur les actions à mener. Voilà, donc c'est quelque chose de très porteur, moi je pense, ce type de moyen d'expression en fait collectif. Et ce qui était intéressant dans cet atelier-là, c'est que les managers ont travaillé sur des points, des domaines qui finalement étaient les mêmes que les inspecteurs. Et quand on a croisé les résultats des deux ateliers, et je trouve que c'est plutôt positif, ce qui a été exprimé par les managers comme par les inspecteurs, c'est quand même très en cohérence. Donc voilà, je pense que c'était important aussi de le souligner. Ça veut dire que les managers et les inspecteurs, on arrive quand même à rester dans leurs préoccupations et à leur écoute. Mais il y a quand même des sujets à travailler qu'on n'avait pas forcément identifiés. Donc je pense que voilà, c'était ce qu'il fallait aujourd'hui souligner. Très bien, merci à vous trois pour ces premiers retours. Ce qu'on peut dire, c'est que cette démarche donne satisfaction. C'est un premier élément, qu'elle a permis une expression collective de vos préoccupations. Ça a répondu à ce réel besoin d'échange afin de dégager un certain nombre de sujets qu'il nous faudra ensuite investiguer. Donc, merci pour ces éléments. Et donc, maintenant qu'on a vu un peu la méthode de démarche collective, on peut venir sur plus le contenu et les enseignements tirés des différents ateliers. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez nous présenter chacune 2 ou 3 idées qui vous semblent importantes de partager avec vos collègues. Donc, Joanne, je vous laisse commencer à nouveau. Merci. 2 ou 3 idées, ça va être compliqué parce qu'on est très prolixe, les inspecteurs. Alors, les thèmes émergents sur le groupe évolution métier, alors le premier, c'est l'image du métier et la considération. Les inspecteurs ont un sentiment de perte de légitimité et de crédibilité sur le terrain, dû notamment à une image qui est un peu dégradée en interne. On a une image de privilégié, dû aussi à la déconsidération
qu'on ressent de la part de notre employeur, aussi bien au niveau national que local, et dû plus généralement à une législation qui, ces dernières années, évolue souvent en faveur des entreprises. Donc, les inspecteurs ne se sentent plus ou se sentent moins portés, encouragés et accompagnés dans l'exercice quotidien de leur activité. Le deuxième thème qui est ressorti, c'est les tâches administratives. Donc là, on a un sentiment d'être envahi et parasité par la multiplication des tâches administratives, aussi bien du côté de la gestion interne de notre activité, notamment par l'utilisation du logiciel des frais qui est très chronophage et pas du tout adapté à l'activité des inspecteurs. ORI n'est pas non plus très adapté puisqu'on a une activité qui est très morcelée. On peut faire 1 heure de lutte, prévention contre le travail dissimulé, 1 heure on peut travailler sur un dossier de la commission de recours amiable, 2 heures sur une TPE, 3 heures sur une GE, bref, dans la même journée, on est multitâche. Et la multiplication des tâches administratives est aussi de plus en plus lourde concernant nos procédures de travail et de contrôle, à l'occasion desquelles on doit envoyer de multiples documents de contrôle, des documents qu'il faut bien vérifier avant d'envoyer, puisque régulièrement on doit apporter des modifications, enlever ou rajouter des phrases, et ce sur chaque type de document, que ce soit lettre d'observation, avis de contrôle, tout. Et tout ça, bien sûr, tout en anticipant les délais liés à la procédure de contrôle, mais aussi les délais d'organisation interne pour ce qui est des délais de supervision ou des délais concernant l'envoi des courriers. Par exemple, sur le site de Vénissieux, on n'a plus que 2 jours par semaine d'envoi. Donc pour nous, c'est très compliqué tout ça. Un troisième thème sur les liens, le lien entre les objectifs et les missions assignées. On ressent beaucoup de pression sur les statistiques et notamment sur le taux de redressement, sur lequel on n'a pas la main puisque on ne choisit pas les dossiers nous sont attribués et on n'a pas la main non plus sur les anomalies que les employeurs ont, enfin des anomalies que l'on peut relever en contrôle. On ne sait pas à l'avance s'il va y avoir anomalie ou pas et si leur montant va être important. Et tout ça se fait au détriment d'une activité de conseil, vers laquelle on nous pousse, et aussi au détriment de la qualité du travail. Pour nous, ce sont des éléments qui ne sont pas valorisables et pas valorisés. Voilà. Et le dernier thème, j'en parle en dernier, mais c'est quand même le thème qui a suscité le plus d'avis, de sentiments, c'est les perspectives d'évolution et les rémunérations, puisque les perspectives d'évolution, elles sont pour nous quasi nulles, aussi bien au niveau de la passerelle contrôleur-inspecteur, qui est à notre sens sous-exploitée, aussi bien concernant le passage niveau 6, niveau 7, qui est difficilement accessible. Et puis, une fois qu'on a atteint le Graal, c'est-à-dire notre niveau 7, il ne se passe plus grand-chose. C'est-à-dire qu'il nous reste 20 à 30 ans d'activité sans que rien ne se propose à nous, en fait. Et pour nous, c'est très compliqué. Voilà, tout ça fait que l'attractivité pour le métier nous paraît de plus en plus faible au regard des perspectives d'évolution qui sont quasiment nulles et au regard d'une faible rémunération compte tenu du niveau de formation, de compétences et de responsabilité des inspecteurs. Donc pour résumer, une perte de sens, de repères et de motivation du travail dans une insécurité juridique permanente, un flot de consignes permanents, des consignes changeantes, une multitude de tâches à effectuer données par de multiples prescripteurs. Et tout ça pour de faibles perspectives d'évolution et une rémunération qui n'est pas à la hauteur, on estime, évidemment, de nos fonctions. Voilà. Et pour finir sur une note positive, je tenais à dire que les inspecteurs ont quand même exprimé des choses. Les inspecteurs aiment ce qu'ils font, et ça, c'est une chance. Ils aiment leur métier, ils aiment leurs conditions de travail, c'est-à-dire le travail en extérieur, au contact de multiples interlocuteurs, du relationnel riche, et surtout une grande autonomie dans leur travail et dans l'organisation de leur activité, mais une grande autonomie qui semble menacée ces derniers mois, ces dernières années. Voilà ce que j'espère ne pas avoir été trop longue et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup pour ces éléments, donc on en prendra note. Et Sophie, je vous laisse poursuivre.
Du coup, moi, j'ai participé à l'atelier de réflexion sur l'évolution de l'organisation générale, c'est-à-dire les liens de la fonction de contrôle avec son environnement, et puis aussi l'évolution des modalités de management et de reporting. Donc, dans cet atelier-là sont ressortis 3 grands thèmes. En fait, j'ai pris les plus importants parce qu'à un moment donné, on nous a demandé de voter pour ce qui semblait être le plus important pour nous. Donc, les 3 thèmes que je vais un peu plus développer, sachant qu'il y en a d'autres, c'est d'abord, ce qui est ressorti en premier, c'est l'absence de collectif régional et l'existence de disparités de gestion entre les sites. En fait, les inspecteurs déplorent l'absence d'organisation de séminaires ou même de réunions de groupe qui leur permettraient d'appartenir, enfin d'avoir le sentiment d'appartenir à un collectif. C'est vrai qu'on n'a jamais l'opportunité d'être tous ensemble, malgré le fait qu'effectivement, on soit organisés en région depuis un certain nombre d'années. Tout le monde a aussi constaté une politique managériale très différente d'un site à l'autre. Ça s'est notamment illustré par une disparité dans le partage des connaissances, mais aussi dans le ressenti de la pression statistique, puisque chaque manager ne la transmet pas à ses équipes de la même manière. J'ai envie de dire un petit peu vulgairement que certains font un petit peu tampon et d'autres pas du tout, a priori. Par contre, ce qui a beaucoup plu quand même aux inspecteurs, et ça c'est la note positive dans cette espèce d'absence de sentiment de collectivité, c'est l'organisation des mini-conférences. Pendant la première période de confinement, tout le monde a a priori très apprécié ces petits événements, notamment pour la qualité des échanges, et puis aussi c'était l'opportunité de connaître ses collègues, de partager des expériences de contrôle, etc. Donc ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui était nouveau, et a priori, les gens aimeraient quand même que ça perdure. Bon, ça a été un petit peu le cas cette année quand même en 2021. On a eu différentes thématiques, on a pu être à nouveau tous ensemble réunis. Le deuxième thème, ça concerne la relation de la fonction contrôle avec les autres services de l'organisme. Alors, c'est vrai que tout le monde est d'accord pour dire que le contrôle est coupé des autres services, de par son activité intrinsèque, puisqu'effectivement, on est supposé être à l'extérieur en contrôle et puis le reste du temps passer notre rédaction chez nous. Mais en fait, c'est aussi lié ce sentiment de solitude par l'absence d'interlocuteurs identifiés en fait dans l'organisme. Donc du coup, ça implique des difficultés dans la résolution de nos problèmes, notamment avec la gestion des comptes pour les suites du contrôle. Et ces difficultés, elles sont amplifiées par la dématérialisation des échanges. C'est vrai qu'on a des échanges par mail, on a des échanges par WhatsApp, mais en fait, quasiment jamais on a quelqu'un au bout du fil qui nous explique en fait ce qui ne va pas. Le point aussi a été mis sur notre relation avec les services RSJ et PRAGE. Donc, en fait, les inspecteurs du recouvrement regrettent des délais de réponse sans cohérence avec les contraintes du contrôle. Aussi, une absence d'échange et de discussion avant l'envoi de la lettre d'observation. C'est vrai que les inspecteurs aimeraient pouvoir échanger avec ceux qui supervisent nos courriers, pour pouvoir expliquer pourquoi on a redressé, sur quel motif, quel est aussi le contexte de nos contrôles, parce que ça, c'est important dans notre prise de décision. C'est vrai que sur le papier, ça ne transparaît pas dans la lettre d'observation, mais on travaille dans un environnement extérieur qui est quand même très important. Enfin, le dernier point sur l'absence de relation avec les autres services, c'est que les inspecteurs du recouvrement n'ont quasiment jamais d'informations sur les suites données à leur contrôle. Alors, les suites, ça va être effectivement les contestations, quand il y en a. Ça sera aussi les décisions prises par les instances amiables, mais c'est aussi le recouvrement des redressements notifiés. Parce que c'est vrai que pour nous, ça donne quand même du sens de savoir que ce qu'on a fait comme travail sur plusieurs mois quand il s'agit de très gros dossiers, c'est vrai qu'on a envie de savoir si effectivement ça a servi à quelque chose, entre guillemets, pour le financement de notre chère sécurité sociale. Le troisième thème qui a été vraiment mis en avant aussi, ça concerne la diffusion des évolutions réglementaires. En fait, on s'est rendu compte dans nos discussions que bien souvent, les consignes régionales, et puis toutes les autres informations, elles ne sont pas diffusées en même temps pour tous les inspecteurs du recouvrement, et même des fois, elles ne sont pas diffusées du tout, en fait. Il y a aussi un élément qu'on déplore, c'est l'absence de veille juridique, parce que dans l'organisation de notre métier, on n'a pas de temps dédié pour suivre les évolutions réglementaires. Alors, certains d'entre nous, même un bon nombre, sont effectivement abonnés à Doria, mais on n'a pas le temps dans une même journée de pouvoir traiter tous ces éléments-là. Donc, c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y ait une personne dédiée, un pôle dédié plutôt, parce qu'il y a quand même beaucoup de masse, à la tenue de cette veille juridique. Donc, en fait, il est ressorti de toutes ces discussions vraiment la nécessité d'avoir une base commune d'informations qui devrait concerner les nouveautés réglementaires, mais aussi toutes les tolérances, parce qu'on l'a évoqué un petit peu en amont, il y en a de plus en plus dans l'exercice de notre métier, et puis les positions prises par la région en matière de contrôle des entreprises aussi, parce qu'il y a des moments où l'orientation du contrôle, on n'a pas tous le même degré d'information.
Voilà, essentiellement ce qui est aussi ressorti de notre atelier. D'accord, merci beaucoup Sophie. Nathalie, poursuivre. Donc, je prends le relais. Alors du coup, au niveau des managers, je vais parler que de 3 grandes thématiques en fait, mais qui là aussi supposent après des sous-sujets qu'on ne va pas développer. Alors en lien avec ce que vous venez de dire, Sophie et Joanne, notamment, un des premiers sujets qui est ressorti, c'est l'harmonisation du suivi et de l'évaluation des équipes, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. On a déjà commencé à travailler sur une harmonisation de l'évaluation, mais pas sur le suivi. Donc, on sait effectivement qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire par rapport à ça. Alors, tant en termes d'harmonisation, mais je pense aussi il faut réinterroger en fait les objectifs, la façon dont on les écrit, leur redonner du sens, d'autant plus que votre métier, il est en pleine évolution. Voilà, du fait, on l'a entendu, l'évolution réglementaire, le droit à l'erreur, le positionnement de l'inspecteur vis-à-vis dans la relation client de l'entreprise qui change, l'accompagnement, etc., etc. Et effectivement, on souhaite, normalement, c'est bien à l'ordre du jour de la prochaine COG, que ce travail de qualité, d'accompagnement, il puisse être également évalué. Donc voilà, c'est un des travaux qu'on va devoir mener très prochainement au niveau de l'équipe managériale, en lien avec nos directions contrôle, bien évidemment. Ensuite, le deuxième point concerne tout à fait le collectif de travail. Aujourd'hui, c'est vrai que quand la régionalisation s'est mise en place et puis le passage en mode hiérarchique, malgré tout, les sites, ils ont continué à fonctionner en département, en silo, plus ou moins, avec des tailles d'équipes complètement différentes et donc des moyens, des ressources qui sont pas du tout les mêmes sur un site de petite taille comme le mien que je représente ou un site, pour ne pas citer, Lyon ou Grenoble, voilà, où les ressources sont quand même plus grandes, donc des compétences qui sont peut-être plus faciles à identifier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les managers se sont retrouvés, aujourd'hui, on a des activités qui sont démultipliées sur les petits sites. Donc, l'accompagnement, il n'est pas le même, je pense, effectivement, selon que l'on est sur un gros site qui a pu s'organiser en termes de veille juridique, en termes de peut-être formation, petit mode opératoire, que sur un site voilà, où on n'est que 7-8 personnes. Et c'est toujours les mêmes personnes qui vont être sursollicitées. Et il y a un moment donné, ça peut craquer. Donc, il faut trouver un équilibre. Donc, effectivement, on a pour nous identifié, on le savait, on le sait, un besoin de meilleur partage des compétences dans la région, régionaliser les compétences, harmoniser là aussi notre communication envers les équipes, tant au niveau des réunions de service, de leur contenu, que de la communication globale, instruction, outils, voilà. On sait qu'on on a du chemin à faire et bon, on a réfléchi justement à notre réorganisation en prenant en compte tous ces constats. Donc, ça devrait s'améliorer. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec beaucoup de conviction. Et puis, un troisième point, alors là, c'est plus à la marge parce que vous ne l'avez pas identifié, mais lors du passage en ligne hiérarchique, on a créé une nouvelle ligne hiérarchique, la ligne hiérarchique LCTI. Donc, cette ligne hiérarchique, on est bien conscient qu'elle a eu besoin de temps pour se structurer, mettre en place son organisation, monter en compétences aussi sur certains champs. Et sur les sites, ce qui s'est passé, le sentiment en tout cas qu'on a eu, ou des constats qu'on a pu faire, c'est la perte un peu de la coopération qui existait auparavant entre les inspecteurs CCA et les inspecteurs SCTI. Alors, ce n'est pas vrai partout, on n'était pas tous au même niveau de coopération, je pense, dans ces métiers. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai pu notamment, mais d'autres aussi, constater sur mon site, c'est un peu une perte de compétences déjà sur cette activité SCTI, voire une perte d'intérêt aussi pour les inspecteurs, parce que du coup, c'était pour eux un autre service, quoi. Même si on a essayé de garder du lien, ça n'a pas encore trop bien fonctionné. Donc, on est en train de réfléchir là aussi pour faire évoluer les choses. Et je pense que ça va s'améliorer. Il y a aussi un point qui est ressorti, nous, les managers, en tout cas, on l'avait identifié, c'était le sentiment pour vous, les inspecteurs CCA, de n'avoir finalement en retour que les activités qui étaient les moins gratifiantes sur la LCTI.
Alors qu'auparavant, certains d'entre vous avaient, on le sait, hein, avaient vraiment de l'intérêt pour la matière et certains ont continué d'ailleurs à travailler sur ces dossiers. Donc voilà, là c'est un sujet aussi qui est clairement établi, hein, je pense, avec le pilotage contrôle, la direction contrôle, et on est en train de réfléchir à l'organisation de demain. Voilà pour ma part. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous trois pour vos interventions. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de synthétiser brièvement quelques points pour, comme j'ai pu les comprendre, là, dans cette période qui est toujours pour moi celle de ma prise de fonction. Donc, on voit qu'il y a un premier enjeu qui est celui de la communication interne et de la bonne diffusion des informations au niveau des différentes équipes et des différents sites du contrôle, qu'il y a des modalités de travail en commun avec les autres directions qui restent encore à définir. Je note aussi tous les éléments qui concernent les préoccupations autour des métiers, du contrôle, de l'augmentation des tâches, de ressenti sur l'augmentation des tâches administratives, de la perception d'une complexification du métier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme l'a dit Vincent Benetton, on a un défi majeur pour le contrôle qui est comment concilier des missions classiques régaliennes de recouvrement avec des missions plus d'accompagnement. Et je note aussi le besoin de trouver en quelque sorte de nouveau des synergies entre le CCA et la LCTI. Ensuite, pour conclure cette partie, je souhaiterais revenir sur juste 3 éléments. Le premier, c'est qu'il est important qu'on raisonne, et ça c'est ressorti des échanges, en tant que collectif régional de contrôle, et que les objectifs, que vous percevez bien, que les objectifs, ils sont mesurés à l'aune des résultats au niveau régional. Donc nous formons un collectif pour atteindre des résultats régionaux. Ensuite, effectivement, le travail en transversalité et avec les autres directions est nécessaire. Et là, ce qui va être très important, ça va être de comprendre les enjeux et les contraintes des autres services pour pouvoir mettre en place des modes d'organisation en bonne intelligence pour pouvoir travailler ensemble. Enfin, sur la démarche d'intelligence collective, je sais qu'il y a une communication donc, qui reste encore à faire et ça va être l'objet de réunions d'équipes qui vont être encore à organiser. En conclusion, donc, si le plan d'action sur cette démarche d'intelligence collective est encore à valider, le projet de réorganisation qui va vous être présenté par la suite y répond déjà en partie, mais avant de passer à cette seconde partie de l'intervention, nous avons une période de questions-réponses. Alors, on a 2 questions. Donc déjà, je voulais moi aussi remercier les collègues qui se sont prêtés à l'exercice, pas toujours évident, hein, en direct, de retranscrire, j'ai trouvé de manière extrêmement claire, les travaux qui ont été menés dans les ateliers. Je veux aussi saluer quand même les ressources de la direction adjointe ressources, et notamment OPIC Organisation, qui a, je crois que c'est Sophie Ducrot ou Nathalie Agostini l'ont souligné, hein, faciliter l'expression de manière même parfois, j'ai compris, ludique, et on voit quand même que c'est extrêmement riche, donc un plan d'action qui sera tout aussi riche à mettre en œuvre. Alors, on a 2 questions. Une première question qui est plutôt d'ordre logistique. Je vais la lire, hein, tout simplement. Comme beaucoup de sites, les travaux en cours ont pour but de limiter les grands bureaux des inspecteurs CCA qui profitaient de ces bureaux pour échanger sur des dossiers, notamment dans le but d'uniformiser les traitements des cotisants. Ce sera beaucoup plus difficile à l'avenir puisque l'évolution a plutôt tendance à faire que les inspecteurs ne viendront plus sur site. Est-ce que quelque chose est prévu pour limiter l'impact de cette perte d'échange et de mobilisation collective? C'est une question vaste à laquelle je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse sans forcément être exhaustif. Le premier point, c'est que cette question, je pense qu'elle s'inscrit dans un certain nombre d'opérations immobilières qui ont lieu, notamment, je pense, sur le site de Chambéry ou sur le site de Grenoble. Plus largement, un premier point que je veux poser, c'est en effet, on tend progressivement dans la configuration de nos locaux, et ce n'est pas seulement une conséquence pour les équipes du contrôle, mais pour l'ensemble des équipes, quelles que soient les activités, à prendre en compte 2 choses. D'une part, le constat que mécaniquement, le taux d'absence, les congés, voire l'absentéisme font que à peu près 20% des personnes sont
régulièrement absentes, hein. Ce ne sont pas les mêmes, bien entendu, mais ça veut dire qu'il peut y avoir à peu près entre 15 et 20% de chaises qui sont vides dans les services par la mécanique naturelle, notamment des congés. Et puis évidemment, le télétravail, le travail à distance est venu accentuer cet espace disponible dans l'ensemble des services. Du coup, la réflexion qui a été engagée a été de dire comment on peut adapter nos espaces de travail pour, d'une part, permettre évidemment de maintenir des conditions d'exercice adaptées à chacun des métiers, tout en prenant en compte le fait qu'il y a moins de présents dans les sites. Et donc, ça se traduit par, c'est vrai, des espaces dédiés où chacun n'aura plus forcément un bureau dédié. J'ai envie de dire pour les inspecteurs du recouvrement, notamment CCA, c'était le cas, puisqu'on parlait plutôt, alors notamment dans le rôle de salle de permanence, hein, c'est-à-dire d'open space, c'est-à-dire de bureau de passage, c'est-à-dire d'espace collaboratif. Et c'est justement ce qui émerge comme concept, on va dire, d'aménagement dans ces sites. C'est-à-dire qu'à côté d'espaces de travail avec des bureaux qui ne sont plus forcément systématiquement individuels et en nombre pas forcément égal à l'effectif théorique affecté, émergent donc des espaces collaboratifs dans lesquels tout un chacun, parce que aussi plus de 80% des collègues sont équipés de postes nomades, peut venir travailler et donc interagir. Parce que là où vous avez entièrement raison dans la question posée, il est essentiel de maintenir un contact de proximité, des rencontres, des échanges, ça a été exprimé notamment là dans le retour des ateliers, entre inspecteurs CCA et le cas échéant, et le CTI. Et moi, je pense que justement, le fait un peu de bousculer des habitudes de bureau un peu affectées à chacun peut mieux faciliter la rencontre, voire le mixage, si vous me passez cette expression. Bien sûr que c'est un changement d'habitude, j'en conviens parfaitement. On a à trouver, à réguler les choses, parce que ce n'est pas non plus toujours simple, mais soyez certains, ça me permettra de faire la transition avec la seconde question, que pour ma part, mais je sais que ce sera le cas aussi de Maxime, nous serons vigilants à vous donner les moyens d'exercer votre activité. C'est important, je le sais pour vous. Je sais que parfois même, problèmes informatiques, et ça va enchaîner sur la deuxième question, peuvent être vraiment source de difficultés pour certains collègues parce que l'ordinateur ne marche plus, parce que vous êtes en train de finaliser un produit contrôle et d'un coup, la capacité mémoire n'est plus suffisante et donc ça peut être plusieurs heures de travail qui sont remises en cause. Je sais que c'est parfois même lourd à gérer individuellement. On va être vigilant, on a quelques réponses sur ce sujet. Et donc, ça me permet de passer à la seconde question qui, en effet, touche le domaine plutôt du matériel informatique. Donc, je la lis. Conviendrait également d'évoquer le malaise lié au matériel informatique obsolète ou pas adapté au fonctionnement d'ORC et des nouvelles modalités de contrôle impliquant l'analyse de fichiers lourds. Oui, certains d'entre vous ont encore du matériel 2018, peut-être même 2017, avec un équipement mémoire de 8 Go, là où on sait maintenant de manière officielle qu'il faut minimum 16 Go pour faire tourner l'outil ORC. Alors, ce n'est pas 16 Go pour faire tourner l'outil ORC en tant que tel, c'est 16 Go pour faire tourner l'outil ORC avec les autres outils, et notamment les outils de la suite Office 365, qui sont désormais systématiquement déployés et qui permettent aussi d'interagir entre vous à distance. La décision qui a été prise conjointement avec Aline Lombardo, c'est non pas d'upgrader, passer cet anglicisme, le matériel dont sont dotés encore certains inspecteurs lorsqu'il est ancien, mais de le remplacer systématiquement par les nouvelles dotations du plan d'équipement. C'est-à-dire que à partir de on va dire fin d'année, mais surtout donc aux alentours de mi-janvier, les matériels 2017-2018 seront systématiquement remplacés par du dotation 2021 qui, elle, configurée à hauteur. S'agissant de maniement de fichiers lourds, c'est notamment le cas pour les contrôles qui peuvent concerner les très grandes entreprises, et notamment en Rhône-Alpes, je pense aux entreprises de travail temporaire. Je pense que vous le savez tous, on a dans l'équipe contrôle un collègue, Didier Rabour pour le citer, qui est beaucoup investi sur ces sujets, y compris au niveau national. La décision qu'on a prise avec Marilyn Gauthier, c'est qu'il puisse continuer à travailler avec le niveau national sur ces sujets
Il a d'ailleurs participé tout récemment à une réunion avec des prestataires techniques et je pense que de là vont sortir quelques solutions techniques pour justement répondre à ce besoin. Troisième élément, s'agissant des outils, que je veux aussi dire, on va expérimenter, à l'instar d'autres régions, plutôt aux alentours du printemps 2022, la possibilité de vous doter d'un deuxième écran portable. En gros, c'est une tablette améliorée sans connectivité, mais qui vous permettront aussi de naviguer entre les écrans, notamment probablement l'écran ORC, et puis des pièces ou des documents qui peuvent être fournis dans le cadre du contrôle et qui sont utiles à la mission de vérification. Voilà, ce que je veux dire au travers de ces trois éléments, c'est qu'on ne reste pas l'arme au pied face aux difficultés qui sont réelles, que la démarche d'intelligence collective, encore une fois, fait ressortir, qui est remontée évidemment par le biais de vos managers. Et donc, on va essayer de trouver des solutions rapidement et surtout de manière effective. Alors, du coup, les questions ont l'air de s'enchaîner. On peut peut-être en prendre une autre. Question numéro 3. N'est-il pas temps d'arrêter le système de points de compétences attribués sans réel moyen d'enveloppe conséquente qui permettrait de récompenser toutes les bonnes volontés au-delà du maintien des salaires au niveau de l'inflation? Alors là, je vais être moins prolixe que sur les deux premières questions, pour une raison simple, c'est que c'est, vous le savez tous, question qui relève plutôt de négociations nationales, s'agissant de la politique salariale et notamment s'agissant globalement de la valeur du point telle qu'elle peut se cacher derrière cette question numéro 3. Donc, je ne vais pas plus loin sur ce terrain. S'agissant des dotations de points de compétences, je veux souligner qu'elles se font à équivalence, évidemment, par rapport à l'ensemble des autres secteurs de l'organisme. Je veux aussi souligner, ça a été dit, que la validation de la maîtrise de fonction qui existe pour les inspecteurs du recouvrement permet quand même à près de 75% d'entre vous, ou d'entre eux plus exactement, donc d'être en effet positionnés au niveau 7 de la classification. La problématique existe de la suite, Joanne Blond-Martin l'a dit très clairement, et c'est un vrai sujet, mais c'est aussi plutôt un sujet évidemment d'ordre national. Je veux souligner aussi que, s'agissant quand même de certaines politiques, vous le verrez dans le projet de réorganisation, on remet un peu de marge de jeu qui permettra des évolutions au niveau du secrétariat à contrôle, au niveau des contrôleurs du recouvrement, qui sont aussi des publics importants au sein du corps de contrôle. Question numéro 4. Vous voyez qu'on joue la transparence, à la fois dans la restitution des ateliers et dans la lecture des questions en direct. Dans votre synthèse, aucun commentaire sur le ressenti des inspecteurs quant à leur considération professionnelle et leur salaire au regard des responsabilités assumées, serait-ce un simple oubli? Alors, je ne sais pas si la question s'adresse à nous ou aux collègues qui ont restitué. Je vais tout simplement essayer de dire, et non pas sous forme d'une pirouette, c'est que je crois que finalement le retour qui est fait devant l'ensemble des collègues qui participent aujourd'hui montre qu'au moins on ne cherche à rien cacher. Les choses ont été préparées, je pense, de manière totalement objective et libre. Et il me semble aussi que la démarche d'intelligence collective qu'on a initiée en 2021 traduit déjà une forme de considération pour le métier de l'inspecteur. Alors d'abord CCA, j'ai dit qu'on continuerait sur la LCTI, parce qu'elle permet, je l'ai dit tout à l'heure aussi, un diagnostic qui remonte, qui est concret, et donc que l'on peut prendre en main, en compte, pour essayer de trouver des solutions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, a priori. Non, s'il y en a une cinquième. Pourquoi sommes-nous exclus du dispositif TAD alors même que cela fait partie de notre activité depuis de nombreuses années? Alors là, pour le coup, ce que je propose, parce qu'on est sur une question plus spécifiquement ressources humaines et que je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est qu'on vous réponde en différé. Très concrètement, l'ensemble des effectifs du corps de contrôle n'est pas exclu du TAD. En revanche, les inspecteurs, en effet, le sont. Je pense que c'est une directive nationale, mais on viendra compléter la réponse pour être précis dans celle-ci, parce que c'est un sujet important. Du coup, ce que je vous propose, évidemment, c'est qu'on passe à la seconde séquence de ce webinaire. Après ce retour donc, sur la démarche d'intelligence collective, eh bien, je souhaite, avec Marilyn Gauthier, qui s'est beaucoup investie dans ce que l'on va vous présenter ici, avec l'ensemble des managers, eh bien, vous exposer le projet de réorganisation qui s'est nourri, Maxime Brelman l'a dit, des travaux issus de la démarche d'intelligence collective, mais qui vise aussi
à répondre et à animer le plan d'action qui sera nécessaire à l'issue de cette démarche. Je veux souligner aussi devant vous que si l'on vous présente ces grands axes du projet, on est encore au stade du projet, puisqu'on est encore au stade de la procédure d'information-consultation devant les instances représentatives du personnel. Des échanges ont eu lieu en C2SCT récemment et prochainement devant le comité social et économique. Comme j'ai eu l'occasion de le dire devant les représentants de la C2SCT, ce n'est pas parce qu'on fait aujourd'hui une information, on est clair avec vous, il s'agit d'un projet et les débats et les échanges qui peuvent avoir lieu dans ces deux instances sont pris en compte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai souhaité, et je le remercie d'avoir donné une suite favorable, que Maxime puisse participer à la C2SCT alors même qu'il n'était pas encore officiellement salarié de notre organisme. Donc, ce projet de réorganisation, il vise deux grands axes. D'une part, renforcer le management pour justement accompagner au plus près l'équipe des inspecteurs, des contrôleurs du recouvrement, parce que l'évolution de l'exercice de votre mission implique cet accompagnement et c'est du rôle des managers, évidemment, de le porter vers vous. Mais qui dit accompagnement dit certes un management présent, un management qui accompagne, qui supervise, qui évalue, qui aide, qui apporte des ressources, qui fait le lien avec des services support ou des services internes. Mais qui dit accompagnement dit aussi un besoin, vous l'avez dit, d'appui juridique, un besoin d'appui technique sur les outils, un besoin parfois de planification plus précise. Et donc, en complément du renforcement du management, on a souhaité dans ce projet faire émerger de manière structurelle de l'expertise pour appuyer les missions du contrôle. Donc, ce projet d'optimisation, vous le voyez sûrement à l'écran, il a 5 grands objectifs. Renforcer le management à l'échelon régional, ça a été souligné tout à l'heure, hein, je n'y reviens pas, mais Marilyn va préciser les choses, avec sortir d'une logique qui était jusqu'à présent peut-être beaucoup départementale pour avoir une approche Rhône-Alpes. L'objectif, c'est aussi de répondre à l'enjeu d'un partage d'informations plus homogène, plus diffusé collégialement au sein d'ensembles plus larges. Les outils nous le permettent également, hein, puisque la diffusion de l'information peut désormais se faire aussi à distance. C'est l'identification d'acteurs dédiés à l'expertise, on va y revenir avec notamment l'identification d'un pôle d'appui et d'expertise dédié pour la fonction contrôle. C'est donc l'optimisation de l'organisation managériale avec un souci d'harmonisation, mais aussi de pilotage peut-être plus fin des compétences, dans le cadre de la démarche régionale de grille de compétences portée par la direction des ressources humaines. C'est également une organisation hiérarchique qui est acquise au contrôle depuis 2018, mais qui, jusqu'à présent, ne distinguait pas les spécificités des métiers. Vous allez le voir, on cherche dans ce projet à mieux adapter le management en fonction des spécificités des inspecteurs, des contrôleurs ou des secrétaires contrôle. Enfin, ça a été souligné aussi, je pense que cette organisation devrait nous permettre d'être, pour le contrôle, plus présent auprès des autres fonctions avec lesquelles il doit interagir. En clair, on cherche à renforcer le management pour mieux accompagner les équipes en fonction de leurs besoins, en fonction des besoins qui sont remontés tout à l'heure. C'est donc l'occasion aussi, au travers de ce webinaire, pour moi de dire combien la strate managériale dans toute organisation, mais particulièrement dans la vôtre, est essentielle. Parce que, par définition, l'inspecteur est à l'extérieur, il est en entreprise. Or, il a besoin d'une forme de proximité quand il se pose des questions sur la qualification des faits qu'il constate, quand il se pose des questions sur des problématiques administratives par rapport à la gestion de ses frais ou des considérations de cette nature, quand il se pose des questions aussi dans une relation difficile qui peut exister avec un représentant de l'entreprise. Et c'est là où le manager a toute sa plus-value. Et moi, je reste persuadé que manager des inspecteurs, c'est un travail exigeant, mais c'est un travail aussi passionnant, d'autant plus, et c'est le choix que l'on fait en Rhône-Alpes, lorsqu'on a des managers qui ont eux-mêmes et qui continuent d'exercer l'activité pour une très large partie d'entre eux. Donc ça veut dire parler le même discours avec ses équipes et se comprendre. Donc il y a vraiment un effort au travers de ce projet d'organisation de renforcer cette présence managériale pour accompagner les collègues.
Et donc, je vais laisser Marilyn Gauthier vous présenter de manière peut-être plus précise, tout en restant synthétique, les grandes caractéristiques de l'organisation telle qu'on l'envisage. Bonjour à tous, donc Marilyn Gauthier, responsable régional contrôle. La structuration donc, de notre nouvelle organisation, elle va s'articuler autour de 3 pôles. Un pôle régional des contrôleurs du recouvrement, 3 espaces de gestion des inspecteurs du recouvrement, donc identifiés à ce jour comme les pôles A, B et C. Nous n'avons pas eu une meilleure idée, mais nous vous solliciterons bientôt pour faire émerger des nominations un peu plus créatives. Et un pôle régional d'appui et d'expertise, donc qui inclut le secrétariat contrôle régional et 2 cadres référents techniques, ainsi que 5 experts chargés de mission. Le pôle contrôleur du recouvrement donc, sera placé sous la responsabilité d'un manager de secteur. Il comprendra donc 3 équipes d'environ 8 contrôleurs chacune, donc managées par un contrôleur manager à temps partagé entre son activité de management et l'activité de contrôle sur pièce qu'il conservera. 4 des 28 contrôleurs régionaux donc, ont opté pour une spécialisation en LCTI, puisque vous n'êtes pas sans savoir en fait que leur agrément a évolué et intègre désormais des activités de LCTI. Donc, dans une même optique de créer un collectif rassemblé autour des mêmes problématiques métiers, ces 4 contrôleurs seront rattachés au sein de la ligne hiérarchique LCTI à un même inspecteur-manager LCTI. Pour constituer les espaces de gestion inspecteurs, on a cherché à former des pôles équilibrés, à la fois en nombre d'inspecteurs qui composent les équipes, mais également concernant le périmètre contrôle à couvrir, en nombre de sirens et de cotisations liquidées à contrôler. Nous avons abouti en prenant en compte les logiques de territoire et également en tenant compte des souhaits que vous avez pu exprimer de mobilité interne à la création de 3 espaces de gestion. Chaque espace de gestion étant constitué, là aussi, de 3 équipes d'environ une quinzaine d'inspecteurs CCA, d'un manager de secteur en responsabilité du pôle et de 3 inspecteurs managers. Cette organisation repose en fait sur notre volonté à la fois de scinder ce qui relève des activités managériales pour être au plus proche de vos préoccupations, de ce qui relève des activités d'expertise pour, au contraire, nous permettre d'élever notre niveau d'expertise. Nous avons souhaité également créer par ce nouveau projet d'organisation une identité régionale plus forte, d'harmoniser nos modalités de pilotage de l'activité et des collaborateurs, de renforcer l'accompagnement juridique, technique et méthodologique. Et on a eu également le souhait de créer de nouvelles dynamiques d'équipe. Donc, cette organisation nous permet ainsi de redéployer ou de réaffecter des ressources managériales aujourd'hui vacantes du fait d'un départ à la retraite ou de 2 mobilités externes intervenues en 2021 pour créer un pôle régional d'appui et d'expertise. La création de ce pôle régional d'appui répond à la nécessité de mutualiser les prises en charge transverses dans un souci d'harmonisation et d'efficience, comme on a pu voir, comme vous en avez exprimé le besoin. Il devrait également nous permettre de faciliter la coopération et les échanges avec les autres directions métiers et supports, puisqu'il nous permettra d'identifier en notre sein des interlocuteurs privilégiés et en même temps d'être en attente de l'identification d'interlocuteurs privilégiés au sein de ces autres directions. Ce pôle est placé sous ma responsabilité. Pour autant, ces activités seront pour la majorité transverses à nos 2 lignes hiérarchiques CCA et LCTI et viendront renforcer cette contribution CCA-LCTI. Ce pôle recouvre plusieurs domaines. Tout d'abord, le secrétariat régional contrôle, dont le rôle d'appui est central. Il comprend 10 secrétaires contrôle et un cadre référent technique. Ce pôle comprendra également un domaine d'expertise outils SI, dans lequel on retrouve
l'expert SI qui s'appuie pour l'exercice de ses missions sur un réseau de référents relais locaux dont l'action sera renforcée. Ce pôle englobe aussi un domaine d'appui au pilotage de l'activité dans lequel on retrouvera les activités en lien avec la planification, la maîtrise d'activité ou encore le suivi des performances. Il sera composé donc de 2 cadres experts et d'un cadre référent technique donc, qui œuvreront dans le champ de l'appui au pilotage. Ce pôle comprend également un domaine d'expertise juridique appliqué à la pratique professionnelle. Comme l'a souligné Sophie Ducrot, il y a de la matière. C'est pourquoi nous avons fait le choix de le composer de 2 experts chargés de mission qui, eux aussi, parce que la matière est dense et parce que nous avons besoin des retours terrain, s'appuieront sur un réseau de référents métiers présents au sein des espaces de gestion. Le pôle d'expertise intègre, j'ai envie de dire, d'ores et déjà un domaine en charge de la coordination de la formation, puisqu'un expert chargé de mission occupe ce poste depuis septembre 2021. Il comprendra également un inspecteur LCTI, donc qui restera rattaché à la ligne hiérarchique LCTI, bien sûr pour qu'elle reste imprégnée de l'activité, des consignes, des instructions, etc., mais qui sera, lui, dédié à l'accompagnement des inspecteurs et des contrôleurs du recouvrement à la réalisation de contrôle LCTI. Comme les autres experts, il n'est pas possible pour une personne seule d'en accompagner 120 autres plus des contrôleurs du recouvrement. Donc, elle s'appuiera, elle aussi, sur des référents relais qui, cette fois-ci, seront au sein des espaces de gestion LCTI. Donc, disposer de ressources dédiées à ces activités d'appui et d'expertise, c'est nous permettre de répondre à des attentes auxquelles nous n'avons pas été en mesure, que nous n'avons pas été en mesure de complètement satisfaire dans la configuration qui est la nôtre actuellement. À titre d'illustration, donc qu'est-ce que nous attendons par exemple de l'expert outils SI et des référents outils locaux? C'est par exemple l'identification de pistes de simplification de nos tâches administratives. Donc on portera en 2022 un projet sur le sujet, un gros projet sur le sujet, et vous serez associés. C'est la proposition de solutions pour améliorer la performance de nos outils. Donc, on lancera tout d'abord voilà, une grande collecte de vos attentes. On essaiera de récupérer tous les outils qui ont pu exister ici ou là pour peut-être mieux les partager. Et c'est également aussi ce sur quoi repose le succès de cette nouvelle organisation, la structuration de nos espaces de travail collaboratifs, charge pour nous de mieux investir les outils de la suite Office 365 pour nous donner davantage d'agilité, favoriser nos échanges et favoriser le partage. Merci Marilyn. Du coup, vient d'être expliqué de manière assez complète l'organisation des espaces de gestion dédiés aux inspecteurs, ainsi que l'espace de gestion dédié aux contrôleurs du recouvrement, donc qui répond à cet enjeu d'avoir un management dédié en fonction des spécificités de l'activité. Ce sur quoi je souhaite insister, c'est en effet ce rôle pivot du pôle d'appui et d'expertise au sein de notre future organisation. Vous avez à l'écran le projet d'organigramme tel qu'il est exposé de manière un peu figurative, avec en effet des liens qu'on a voulu matérialiser, d'une part des liens qui existent aujourd'hui, avec le rôle que joue Bernard Blanc en tant qu'expert du système d'information contrôle, notamment en tant qu'administrateur des outils du contrôle, je pense à OPC par exemple, et qui incarne déjà cette transversalité que l'on recherche au sein de la direction contrôle et qui constituera un prérequis pour optimiser notre fonctionnement et réussir les différents challenges que l'on a pu lister tout au long de ce webinaire. Mais bien sûr, la nouveauté, j'ai envie de dire, que l'on a fixée et sur laquelle on souhaite évidemment plein succès, c'est cette transversalité interne que le pôle régional d'appui et d'expertise portera vers les espaces de gestion, tant des contrôleurs du recouvrement que des inspecteurs
CCA, avec des référents, Marilyn Gauthier l'a dit, qui seront identifiés dans les espaces de gestion et qui pourront faire des liens entre de l'ingénierie, des procédures, de la documentation juridique, de la veille juridique qui sera préparée par des ressources dédiées, professionnalisées au sein du pôle d'expertise et donc relayées au sein des espaces de gestion pour apporter de l'appui à l'exercice de la pratique professionnelle pour chacun. Ce pôle d'expertise, il aura aussi un rôle avec le domaine de la LCTI, ça a été souligné, je n'y reviens pas. Alors, on arrive maintenant sur les échéances de mise en œuvre de ce projet. Je l'ai dit tout à l'heure, on est dans la phase du processus d'information-consultation. On ambitionne de traduire en pratique ce projet d'organisation, donc début février, ce qui veut dire qu'au sein du mois de janvier, seront mis en place les procédures d'affectation ou de recrutement nécessaires pour pourvoir à l'ensemble des postes de manager-inspecteur, mais aussi d'experts au sein du pôle d'expertise et d'appui. Les modalités RH de mise en œuvre de ces dispositifs seront proches de ceux que l'on a pu déjà déployer dans le cadre du projet Ligne de produits et de services 2021. Je veux souligner aussi quand même que derrière ce projet, j'ai parlé de marge de jeu tout à l'heure, je veux indiquer que l'on y met de la ressource. On a augmenté le nombre cible des inspecteurs CCA de 126 à 129. On a également, ça a été dit, détaché des contrôleurs du recouvrement CCA vers la LCTI pour renforcer les moyens de la LCTI dédiés à ce domaine, mais en contrepartie, on a réinjecté une ressource supplémentaire dans le domaine des contrôleurs du recouvrement CCA pour garantir notamment notre taux de couverture. On assure le remplacement systématique des départs, et on transforme, ça a été dit, des départs de managers, profite pour identifier des postes d'experts que l'on a là aussi renforcés, si je cite par exemple l'expertise en matière de RH et de développement des compétences. Donc, je pense qu'on se donne, ou on essaye tout du moins de se donner aussi les moyens de réussir ce projet d'organisation en mettant aussi quelques ressources en plus. C'est un engagement que je prends et donc on le tiendra au cours de l'année 2022. On en arrive, à l'instar de la première séquence, à la série des questions, au titre de la deuxième séquence. Alors, question, je la lis. Les 6 rangs des petits sites seront-ils transférés en même temps que les personnes physiques ou les zones de contrôle vont-elles changer? Alors, sur la première partie de la question, je ne vais pas forcément y répondre de manière détaillée. En revanche, ce que je veux préciser, et qui est peut-être sous-jacent, c'est que les inspecteurs du recouvrement continuent d'exercer sur leur zone d'activité habituelle. Ce sont les périmètres de management qui vont changer pour constituer, ça a été dit, des équipes de taille équilibrée, plus homogènes, dans des espaces de gestion beaucoup plus larges. En revanche, la gestion, j'allais dire, de la serviette ou du portefeuille de l'inspecteur reste attachée à son territoire d'action. Et d'ailleurs, on a essayé de découper les zones géographiques dans une logique quand même de bassin économique ou de bassin d'activité. J'illustre par exemple que l'on a rattaché le bassin de Vienne à celui du Rhône, hors Villefranche, parce qu'il nous semblait assez logique d'avoir un bassin à la fois économique et une proximité géographique commune. Y a-t-il d'autres questions? On ouvre des postes d'inspecteurs, mais on constate qu'on a du mal à pourvoir ces postes. Alors ça, c'est en effet un sujet important. On a en effet, par exemple, cette année, ouvert 14 postes d'inspecteurs, 11 dans le domaine CCA, 3 dans le domaine de la LCTI. On avait plus de 150 candidats au départ, mais à l'issue du processus, on va dire, de présélection, de tests, d'assessment, etc., au final, pour l'exercice des entretiens, on se retrouve sur une ressource qui est très, j'allais dire, réduite globalement par rapport au nombre de postes ouverts. Il y a un travail qui est à réaliser sur ce sujet, un travail qui n'est pas simple, parce qu'il faut redonner de l'attractivité sur ces postes d'inspecteurs, mais qui dit attractivité dit visibilité, et donc mise en connaissance, en visibilité du métier d'inspecteur, à la fois en interne, mais également en externe. Je ne sais pas si Maxime peut peut-être compléter, parce que je crois qu'il a des idées sur ce sujet.
C'est un des principaux sujets dont on a parlé déjà la semaine dernière quand je suis arrivé. Donc, on en a déjà eu, il y a un certain nombre d'enjeux qui ont été mentionnés pendant les restitutions de la démarche d'intelligence collective, mais il va y avoir un point central sur la question des filières, contrôle qu'on pourrait avoir, filières aussi bien en interne en étant attractives vis-à-vis d'autres fonctions. Et on peut penser aussi à une filière au niveau, donc au niveau du contrôle, on en a parlé, entre le passage de contrôleur du recouvrement à inspecteur du recouvrement, qui est un sujet qui va être investigué encore davantage. Et le dernier sujet, ça va être aussi la question des filières vers l'externe, et là, sur un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup, qui est celui du partenariat, par exemple, vers des écoles, pour arriver à cibler de nouveaux publics et à rentrer aussi dans cette perspective d'ouverture vers l'extérieur pour pouvoir justement avoir davantage de perspectives et être plus attractif dans nos métiers du contrôle. Merci. Alors, visiblement, il n'y a plus d'autres questions, donc on en arrive à la conclusion et je voudrais dire quelques mots à l'issue de ce webinaire pour lequel vous avez été plus de 120 à être en direct avec nous, et j'en profite d'ailleurs pour renouveler encore mes remerciements à l'ensemble des participants qui se sont prêtés à l'exercice en direct. Je voudrais dire 3 choses en guise de conclusion. Ce ne sera pas long. La première, c'est on peut se poser la question, pourquoi faire tout cela? Alors, une fois qu'on a entendu le retour de la démarche d'intelligence collective, on voit qu'il y a quand même plusieurs chantiers à prendre en compte. Donc, pourquoi faire tout cela? Eh bien, c'est tout simplement pour prendre en considération l'expression, les attentes des collègues qui exercent au quotidien la mission de contrôle. Mais on peut se dire aussi pourquoi réorganiser le contrôle? Parce que quand on regarde nos résultats, et qui sont d'ailleurs assez structurels, l'URSSAF Rhône-Alpes est une URSSAF qui est reconnue, qui est performante depuis plusieurs années en matière de contrôle, à la fois par son savoir-faire sur les grands comptes, sur le secteur des laboratoires. Elle a été aussi dans l'expérimentation, et elle l'est toujours, de l'article 32 de la loi ESSOC. Et globalement, tous nos indicateurs étaient en vert sur la partie notamment CCA. Et je pense qu'ils le seront aussi cette année au vu des dernières prévisions. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de saluer l'engagement et l'investissement au quotidien des collègues, quel que soit d'ailleurs leur métier au sein du corps de contrôle. Mais certes, nos résultats sont bons, on est reconnu au niveau national, mais vous l'avez compris, l'environnement change, les exigences sont différentes, et la démarche d'intelligence collective avait quand même remonté un certain nombre d'irritants ou d'insatisfactions ou de vraies problématiques. C'est la raison pour laquelle on a besoin de faire évoluer notre organisation pour s'adapter à notre environnement interne, externe, et donc répondre aux préoccupations des inspecteurs, des contrôleurs, des secrétaires contrôle, mais aussi des managers qui se sont exprimés. Nathalie Agostini l'a souligné tout à l'heure. Ce n'est pas une remise en cause de ce qui a pu être fait avant. C'est une nouvelle manière de faire que l'on propose au travers de ce projet qui prend en considération l'expression de terrain. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'engagement que l'on prend au niveau de la direction devant vous. D'une part, c'est continuer de faire avec vous. Je l'ai dit, on fera une démarche d'intelligence collective avec le domaine de la LCTI et on vous fera des retours réguliers, Maxime Brellman l'a souligné, au travers de réunions sur le plan d'action et sa mise en œuvre. Le deuxième engagement, c'est de vous donner les moyens de travailler. Je l'ai dit, on remet de la ressource dans la fonction contrôle, charge à nous de la trouver, évidemment, mais déjà, on a acquis que l'on pouvait remettre de la ressource. Et j'ai parlé aussi de l'engagement qui est pris sur les moyens matériels qui sont à votre disposition. Troisième engagement, c'est d'ouvrir le contrôle sur lui-même, mais surtout sur les autres fonctions pour fluidifier les processus. Ça, c'est plutôt du rôle de la direction adjointe métier qui a sa plus-value dans l'interstice de l'activité des différentes directions métiers. Je l'ai déjà fait avec la création d'un COPIL dédié à la LCTI qui a permis de vrais échanges entre la ligne de contrôle LCTI, le recouvrement amiable et forcé, la prod, qu'elle soit TI ou employeur. On fera demain une démarche similaire dédiée aux grands comptes parce que c'est la spécificité de l'URSSAF Rhône-Alpes, c'est un savoir-faire particulier. Vous l'avez compris, on n'a pas fait le choix d'identifier des équipes spécifiquement dédiées à ce segment. En revanche, on va prendre en compte la spécificité qui est attachée au contrôle de ce segment,
bien entendu avec les affaires juridiques, bien entendu avec la prod. On aura d'ailleurs l'occasion de lancer une première initiative très prochainement, mi-janvier, et les inspecteurs qui sont positionnés sur les missions du haut de segment, notamment des TTGE, seront conviés et associés à cette initiative. Le quatrième engagement que je prends devant vous, c'est le fait d'avoir et de continuer à avoir un agent de direction dédié à la fonction contrôle. Vous formez un collectif de plus de 220 personnes, c'est le plus grand corps de contrôle de France, en hiérarchique, en l'état actuel de l'organisation des URSSAF. Il est donc normal que vous ayez un directeur qui impulse, qui porte vos préoccupations vers la direction et qui porte vos préoccupations également vers la Caisse nationale. Vous le savez, j'ai pendant quelques mois essayé d'assurer la suppléance du pilotage du contrôle dans une période pas forcément évidente correspondant à la sortie de la crise Covid. Ça m'a permis, moi qui venais quand même de l'organisme, du métier, d'apprendre et de mieux appréhender surtout votre métier, vos spécificités et de comprendre surtout les interactions que votre métier a avec beaucoup d'autres. C'est la raison pour laquelle ce qui ressort aujourd'hui et ce qu'on a essayé de vous présenter, eh bien, traduit cette volonté d'ouverture du contrôle et de prise en compte de vos préoccupations. Tout cela, je veux le dire, n'a été possible parce que j'exerçais cette activité quand même à temps partagé avec d'autres choses, grâce à une ligne managériale solide et impliquée et grâce à une équipe de pilotage qui est engagée et très professionnelle. Il m'arrive maintenant eh bien, tout simplement le moment de passer le relais à Maxime Brelman. Il arrive, vous l'avez vu je pense à la télé, avec sa jeunesse, mais surtout un état d'esprit qui combine de l'humilité devant un domaine qui est complexe, qui est exigeant mais passionnant, et je crois un fort intérêt pour le métier du recouvrement, ce qui est quand même un gros atout. Je suis persuadé que, comme moi, nous pourrons compter sur lui et son engagement pour poursuivre la dynamique que nous avons essayé d'engager. Je vous remercie. Croyons collectivement dans ce que nous faisons parce que je pense que nous sommes professionnels dans notre activité. Merci à tous.